conférence, donc je vais appeler Jean-Cyril Lecoq, qui est déjà là, voilà. Psychologue clinicien spécialisé en psychopathologie du sport, fort d'une expérience de plus de 20 ans dans l'accompagnement psychologique des athlètes de haut niveau. Il s'intéresse particulièrement aux impacts psychiques de la performance, de la blessure et de la reconversion des sportifs. Il travaille notamment sur les troubles anxio-dépressifs, les conduites à risque et les problématiques identitaires chez les athlètes. Il est également intervenant, vous me direz si je me trompe, auprès des fédérations sportives et d'équipes professionnelles, où il développe des dispositions de prévention et de suivi psychologique adaptées au milieu sportif. Donc, auteur de plusieurs publications, il a contribué beaucoup à faire reconnaître la spécificité des souffrances psychiques dans le sport de haut niveau. Voilà, à vous. Merci comme préparation et présentation. Déjà, je tenais à remercier les organisateurs de m'avoir invité. Donc j'interviens au crève de Châtenay-Malabry où en fait on est 5 à intervenir et en fait on a la double casquette. Alors j'ai mis entre parenthèses neuropsychologue parce que je suis formé en neuropsychologie, mais en fait au crève on est psychologue et préparateur mental, on a la double casquette. Alors le sujet de mon intervention, donc c'est effectivement l'importance de la dépression des troubles anxieux chez l'ancien sportif. Et surtout, donc, je l'ai indiqué par quand le corps se repose, l'esprit souffre. On pourrait aussi inverser, c'est-à-dire que quand l'esprit a tendance à se reposer, on a aussi le corps qui souffre aussi. C'est valable dans les deux cas et dans les deux sens, suivant le sport et l'état d'esprit du sportif. Je n'ai pas trop l'habitude de ça, pour changer. Ah voilà. Alors, j'ai volontairement pris différentes photos. Je vais faire assez vite, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été présentées avant, donc je vais pas reprendre tout ça. Je vais aller à l'essentiel. Et donc, pour aller à l'essentiel, on passe effectivement d'un athlète qui gagne tout à un athlète où, quand ça s'arrête, il va falloir effectivement faire un travail de... Donc, en psychologie, on parle de deuil. En psychologie du sport, on parle de deuil, qui peut paraître effectivement anodin et qui en fait va permettre à la personne de se reconstruire et de se donner de nouvelles perspectives. Je vais revenir sur des éléments qui me paraissent importants, c'est-à-dire des définitions. Alors, je ne suis pas un adepte des définitions, mais ça permet de comprendre en fait la dynamique, c'est quoi un sportif de haut niveau. Alors on a vu tout à l'heure par rapport à mon prédécesseur qu'effectivement il partait en retraite sur les coups de 34 ans. Ça dépend de certains sports, parce qu'en gymnastique, c'est pas à 34 ans, on part à la retraite. Donc ça veut dire que j'ai une partie de ma vie qu'il va falloir que je reconstruise suivant la pratique sportive. Et si j'ai de la chance, ça peut être soit j'ai été très peu blessé, je peux donc continuer ma carrière au maximum. Si on prend les joueurs de foot, il y en a qui vont jusqu'à 39-40 ans. Pareil au niveau du tennis. Et donc je reviens sur ces différentes définitions qui me paraissent importantes puisqu'elles permettent d'avoir un éclairage sur finalement quelle définition ou quelle est la combinaison des définitions que je vais utiliser pour comprendre finalement la problématique du sportif qui arrête sa carrière. Donc la première définition très simple, médicale, on va définir le normal et le pathologique, donc notamment le pathologique en allant rechercher des symptômes qui donneront différents syndromes, et je mettrai la personne dans différentes catégories que je vais avoir effectivement sur l'aspect médical, mais que je vais aussi pouvoir retrouver sur l'aspect psychiatrique, notamment avec le DSM-4 et maintenant le DSM-5 sur la nomenclature des pathologies mentales. Deuxième définition qui est pour moi la plus intéressante, c'est la définition statistique. C'est-à-dire qu'on a tendance à dire que le sportif de haut niveau, c'est monsieur tout le monde, et en fait, c'est pas le cas. C'est pas monsieur tout le monde, puisque on a quelqu'un qui part ici, je prends la coupe de Gauss, le sportif de haut niveau départ, il est là, et pour différentes raisons, il va faire des choses beaucoup plus vite, beaucoup plus fort que monsieur tout le monde. Donc il va sortir de la norme, et il va sortir de la norme pendant un certain nombre d'années. Et la difficulté, en fait, et l'enjeu est là au niveau de la retraite, c'est comment je fais pour revenir dans la norme. Donc pour revenir monsieur tout le monde. Puisqu'en fait, j'ai passé 10-15 ans, un champion, il faut à peu près 10 ans pour en construire un, donc au moins pendant 10 ans, j'ai ce fait que je suis en dehors de la norme. Et toute la problématique est là. Donc cette problématique, elle permet en fait de comprendre que pour aider cette personne-là, je ne peux pas avoir simplement un facteur, je ne peux pas avoir simplement une personne, et donc on a plusieurs facteurs, et donc il faut plusieurs personnes pour intervenir. Donc on va avoir le médecin, le psychologue, l'entraîneur, la famille, les médias, tout ça, c'est des choses qui vont intervenir et qui vont
compliqué ou non, le retour, entre guillemets, à la normale. Ensuite, bon, pour continuer dans les définitions, donc, la définition philosophique est sympa, puisqu'en fait, la normalité, c'est une norme qu'on essaye d'atteindre et qu'on n'atteindra jamais. Donc en fait, on est tous pathologiques. Et puis, dernière définition, la définition écologique, puisqu'en fait, les sportifs de haut niveau, c'est des champions de l'adaptation. Donc c'est de trouver en fait un équilibre entre l'assimilation, l'accommodation et l'équilibration. Et donc quand j'ai un retour, on va dire avec Monsieur Tout-le-Monde, je peux avoir des défauts au niveau de mon assimilation, de mon accommodation et de mon équilibration. Donc j'aurai des difficultés d'adaptation qui vont se traduire par soit des troubles du sommeil, troubles nutritionnels, puisqu'on sait maintenant que le côté diététique nutritionnel a une dimension émotionnelle. Donc tout à l'heure les médecins disaient que c'est important de manger effectivement quand on a faim et par rapport à l'effort que l'on fait, mais quand on arrête, effectivement on sait qu'il ne faut pas manger, mais je vais avoir le stress et la difficulté que j'ai par rapport au retour normal qui va faire que je me retrouve en difficulté et donc inévitablement je vais manger. Donc c'est important d'avoir ces 4 définitions-là en tête, puisque suivant la définition que je vais utiliser, je peux les combiner. Donc en général, moi j'utilise plutôt celle qui est statistique, puisque ça me permet de comprendre d'où est allé le sportif, quel est son trajet et qu'est-ce qu'il va faire par la suite. Ensuite, deuxième élément qui va intervenir, après ces définitions, c'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. Donc les biais cognitifs, ce sont des résumés qui permettent au cerveau de traiter l'information efficacement et de prendre des décisions rapidement. Le problème, donc je vous les ai mis avec des petites étoiles. Là où vous avez les étoiles, c'est en fait les biais qui vont venir me mettre en difficulté quand j'arrête ma carrière sportive. Donc ils vont être liés soit par rapport à l'influence que je vais avoir sur le plan des médias. Vous allez avoir par exemple le biais d'attribution. Un supporter va attribuer la défaite de son équipe à l'arbitrage, et ainsi de suite. Ou bien biais de confirmation. Un entraîneur croit en ce joueur que finalement il a les capacités pour être sportif de haut niveau, et donc il peut soit revenir après sa carrière quelqu'un de normal ou pas. Et donc tout ça, c'est des éléments importants, puisque si je ne tiens pas compte de ça, le retour, entre guillemets, à la normale sera difficile. Ensuite, histoire de un peu plomber l'ambiance, les chiffres. Donc ça, j'en ai trouvé plusieurs. Toutes les sources, je vous les ai mis à la fin. Les athlètes en activité, on a entre 50 et 65% des athlètes qui ont des troubles du sommeil. Troubles anxieux, dépressifs, alimentaires, consommation abusive d'alcool. Donc on voit que ce sont des chiffres qui ne sont pas anodins. Quand on regarde à l'échelle mondiale, la population sportive de haut niveau, ça correspond à 1% sur 8 milliards de personnes. Alors c'est pas grand-chose, mais comme ça génère énormément d'argent, c'est effectivement des éléments qui vont être importants, puisque c'est des personnes comme ça qu'il va falloir qu'on utilise et qu'on traite par la suite. Ensuite, je l'ai mis aussi par rapport, donc ça c'est une étude de l'INSEP sur les jeunes sportifs, 16-25 ans, on en a déjà qui débutent leur carrière sportive, ils sont déjà en difficulté, donc soit par rapport à la dépression, soit par rapport donc, à des troubles anxieux, à des troubles du sommeil. Et je rajouterais qu'avec le Covid, ça a tendance à s'accélérer. C'est-à-dire que alors soit on les détecte encore plus maintenant, mais le Covid a sensibilisé le fait que beaucoup de jeunes se retrouvent en difficulté. Ce qui n'était pas forcément le cas avant. Ensuite, si on prend maintenant les athlètes, on va dire retraités. Donc on a 45% des athlètes qui souffrent d'anxiété, de dépression, après leur transition hors du sport. Donc c'est quand même pas anodin. Ensuite, vous avez donc ceux qui vont avoir des dépressions. Les anciens footballeurs, par exemple, on a 25% des anciens footballeurs qui sont ruinés après 5 ans de retraite. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les personnes qui vont intervenir, il va falloir aussi peut-être faire appel à un agent, il va peut-être aussi falloir faire appel à un conseiller financier. Parce que c'est bien de gagner de l'argent, mais qu'est-ce que j'en fais si au bout de 5 ans, j'ai plus rien? Et ça, c'est aussi des choses qui peuvent intervenir sur justement la manière dont je vais gérer la carrière sportive et surtout la fin. L'autre élément qui est aussi important, donc les jeunes sont impactés, on a les femmes aussi qui sont beaucoup plus impactées que les hommes. Je n'ai pas encore d'explication par rapport à ça. Et si on prend donc, la dernière étude avec les athlètes britanniques donc sur les Jeux, donc c'était les Jeux de Londres, on a 24% des athlètes qui ressentent une forte détresse. Donc la dépression, c'est quelque chose qui, je dirais un peu comme la blessure, fait partie du quotidien du sportif. Encore faut-il l'interpréter et aider la personne à rebondir par rapport à ça. Autre élément, donc, les facteurs de risque. Donc, je vous ai mis les principaux. Donc, la perte d'identité que l'on a vu, le deuil du corps performant, l'image corporelle, l'isolement social, pression latente, facteurs physiologiques et traumatismes, difficultés de reconversion. Et ce qui est spécifique aux athlètes olympiques, donc si je reviens sur les athlètes olympiques,
vous avez en fait tous ces paramètres-là qui sont présents, plus ou moins fortement par rapport aux athlètes olympiques. Donc pression de la performance, blessure, isolement et solitude. Donc ça, on a énormément de témoignages. Si vous prenez le reportage qui est passé sur M6 sur la santé mentale, notamment Yannick Noah, qui explique que après avoir gagné Roland Garros, il se retrouve dans une phase de dépression. C'est-à-dire que finalement, pour faire ça, quand je suis arrivé au sommet de la montagne, et que j'ai galéré ou pas pour arriver au sommet de la montagne, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste en haut ou je redescends? Et donc, inévitablement, par rapport à ces questions-là, je vais me retrouver en difficulté si ce n'est pas préparé. Ensuite, donc, transition de carrière, qui est effectivement important, troubles de l'alimentation, burn-out. Ce qui est nouveau maintenant, c'est la cyber-intimidation et abus en ligne, puisque c'est l'inconvénient maintenant des réseaux sociaux, qui est quelque chose qui effectivement est nouveau et qui a tendance aussi à accélérer à la fois la prise en compte du problème de santé mentale, mais aussi d'alerter sur le fait que c'est un paramètre qui maintenant fait partie de la vie des athlètes, et que les réseaux sociaux, il faut finalement des gens qui doivent aussi m'aider à gérer ça. Sinon, je vais me retrouver en difficulté, et surtout, ça va avoir un impact qui peut se traduire par des troubles du sommeil ou bien aussi des troubles alimentaires. Autre élément, donc là, c'est des facteurs aggravants. Alors, facteurs aggravants, je reprendrai un auteur, qui est un psychiatre spécialiste de l'adolescence, donc c'est Alain Braconnier, qui en fait expliquait chez l'adolescent qu'on a 3 types d'adolescents, et je trouvais que c'était un peu la même chose avec les athlètes de haut niveau après leur carrière, c'est qu'on va avoir les déprimés, les déprimables et les dépressifs. Les déprimables, c'est les gens qui vont utiliser la dépression, parce que la dépression au départ, c'est pas quelque chose de négatif, puisque c'est quelque chose qui va me permettre de me replier sur moi pour finalement faire un choix. Le problème, c'est que cette stratégie-là que je peux utiliser pour me replier sur moi et finalement m'isoler, peut se retourner contre moi. D'accord ? Donc là, c'est ce que Braconnier appelait les adolescents déprimés. Déprimables, pardon. Les déprimés, c'est ceux qui vont effectivement s'isoler et qui vont éviter le contact avec les autres. Donc finalement, par rapport au choix que je vais faire, je vais passer, par exemple, si je prends le cas de certains adolescents, je vais rester dans ma chambre pendant pas mal d'heures, à écouter de la musique et à passer en boucle les questions sans avoir de réponse. D'accord ? Et le problème de ça, c'est que ça termine par la dernière catégorie, c'est les dépressifs, où on est vraiment en difficulté et qu'on va avoir effectivement besoin de quelqu'un, puisque, on le verra par la suite, ça a des incidences aussi sur les hormones et les neurotransmetteurs qui sont sécrétés. Les blessures physiques, suivant l'intensité et la difficulté de la blessure, je peux soit arrêter ma carrière, soit la reprendre, mais il est clair que l'idée, c'est que si je reprends, je dois reprendre différemment. Et la notion de temps va être un paramètre important. Ensuite, la perte de repères et de structure, ça c'est aussi un paramètre important, puisque j'avais l'habitude, et ce que souvent les athlètes de haut niveau ont tendance à oublier, c'est que finalement, j'ai un emploi du temps, je me lève à telle heure, je rencontre telle et telle personne, je fais ça pendant 10 ans, et du jour au lendemain, si je ne garde pas ce rythme-là, je vais commencer à perdre pied. Et c'est bien souvent ce qui se passe, notamment donc, par rapport à cette notion de regret et peur de l'avenir. Alors les regrets, c'est peut-être dire, tiens, pourquoi j'ai pas eu la médaille, peut-être que j'aurais dû faire ça, peut-être que j'aurais dû modifier la manière dont j'aurais dû m'entraîner ou écouter telle et telle personne, ainsi de suite. Ça, c'est quelque chose qui peut impacter la personne. Et puis, la peur de l'avenir, on l'a vu tout à l'heure par rapport à la définition écologique, que c'est des champions de l'adaptation. Le problème, c'est que par rapport à l'avenir, je ne sais pas ce que je vais devenir. Dans les témoignages que j'ai pu trouver sur Internet, vous avez Tony Parker qui expliquait qu'il ne comprenait pas, lui, que en fait, on parle de l'après-carrière, pas pendant la carrière. Et que lui, quand il était au sommet de sa carrière, il avait plein de contacts et qu'il passait son temps justement à parler avec les gens, échanger pour voir quels étaient les projets qu'il pouvait faire après. Et donc ça, c'est assez intéressant parce qu'il y en a plein qui le font, mais il y en a plein qui disent non, mais je le ferai après. Et en fait, le après fait que au bout d'un moment, je suis moins intéressant, j'ai moins de contacts. Et donc là, ça renforce mon isolement et ma difficulté pour me reconstruire par la suite. Dernier élément, donc les addictions, par rapport au fait que sur la définition donc, statistique, le fait que je me retrouve donc, en dehors de la norme, comme je suis sollicité en permanence, soit par rapport aux médias, soit par rapport au rythme que j'ai en termes de sportifs de haut niveau, il est clair que aussi sur le plan neurologique,
j'ai un certain nombre d'hormones qui sont sécrétées, et là, cette dose d'hormones sécrétées va avoir tendance à diminuer. Donc je vais malheureusement tenter de la contrebalancer, et donc l'addiction à différents produits, que ce soit drogue, alcool et autres, peut devenir entre guillemets une solution de facilité, mais qui va faire que je vais encore être beaucoup plus en difficulté sur ma reconversion. Autre élément important, les solutions. Après avoir un peu plombé l'ambiance avec les chiffres, maintenant les solutions. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a maintenant plein de solutions et plein d'outils pour aider l'individu, que ce soit dans la performance, que aussi dans la psychologie du sport. C'est-à-dire que maintenant, on a des techniques, ce que j'appellerais du ciblage, par rapport à, suivant la problématique, on va avoir telle et telle technique. Encore faut-il rencontrer les bonnes personnes. C'est pour ça que le témoignage tout à l'heure alors j'ai oublié son nom, là, du hockeyeur qui a eu des commotions, était intéressant, puisqu'en fait, il montrait le parcours du combattant que l'on a par rapport aux commotions, afin de trouver l'outil, notamment le casque, puisqu'il existe depuis 3 ans, à peu près. Un peu plus, ouais. Et là, ils ont réussi à mettre en place quelque chose. Mais avant, il est clair que le fait de dire que j'ai quelque chose, alors qu'extérieurement, vous paraissez bien, ça paraissait un peu suspect, quoi. Et pour trouver les bonnes personnes, c'est jamais ça. Donc, je suggère donc une préparation psychologique à la retraite sportive. Alors ça peut être un peu particulier, mais c'est un élément qui est important puisqu'on se rend compte que ça touche quand même énormément de monde. Ça veut dire aussi, dans l'idée de mettre en place une équipe pluridisciplinaire, que le suivi médical est quelque chose de primordial, qui va ensuite permettre justement de voir quelles sont les difficultés que la personne peut rencontrer, soit la répétition de blessures, soit le fait que la personne ne dort plus, ne mange plus, et donc on peut traduire par les premiers signes de détresse. Ensuite, sur les interventions psychothérapeutiques adaptées, on va avoir les fameuses les TCC, on va avoir des interventions donc, sur l'image corporelle, l'acceptation du changement. Donc là, il y a tout un arsenal de techniques qui peut fonctionner et qu'il faut tester. Ensuite, autre élément, alors l'INSEP l'a mis en place aussi, c'est-à-dire soutien à la transition de carrière basée sur des compétences transférables, c'est-à-dire de voir dans mon sport quels sont les domaines de compétences où je n'étais pas simplement bon, donc j'étais expert. Et de voir comment je peux l'utiliser par rapport à ça. Donc vous avez certains sportifs qui vont donner leurs conseils aux entreprises par rapport à qu'est-ce que c'est un vrai et un bon manager. D'autres au contraire qui vont dire moi je suis spécialiste dans la concentration, la confiance, ainsi de suite. Et ça peut être un créneau pour justement rebondir après la fin de carrière. Donc ça c'est un élément qui est important et qu'on a souvent tendance à sous-estimer. Ensuite, mettre en place des programmes de reconversion et d'accompagnement neuropsychologique, c'est-à-dire aussi faire un bilan, ce qu'on pourrait appeler un bilan de compétences, que l'on fait dans le milieu du travail, mais là il faudrait le faire sur le plan sportif, c'est-à-dire finalement de voir au niveau hormonal et neurotransmetteurs où j'en suis. Est-ce que j'ai les capacités de flexibilité cognitive? Est-ce que j'ai mes capacités d'adaptation qui sont développées ou pas? Et qui va pouvoir m'aider par rapport à ça? Donc ça serait quelque chose qu'il faudrait aussi systématiser. Ensuite, autre élément important que bien souvent certains sportifs ont tendance, justement quand ils s'isolent, à oublier, c'est de continuer une activité physique. Je ne peux pas arrêter comme ça du jour au lendemain, vu les conséquences que cela va avoir sur justement mon bien-être et mon mieux-être. Ensuite, alors ça a été expérimenté sur les Jeux Olympiques de Paris, les fameux Mile Zones ont été donc appréciés par 88% des athlètes, et avec Abhinav Bindra qui est obligé pas obligé, mais en tout cas qui représente les athlètes et qui met en place par rapport à ça. La question que j'aurais tendance à poser, c'est bien pour les Jeux, mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait de ces Mile Zones? Parce que c'était un espace où les athlètes étaient protégés, peut-être qu'il faudrait les mettre en place après la carrière sportive. Enfin, dernier élément, donc au niveau des nouvelles technologies, donc on a l'utilisation des casques. On a aussi donc la réalité virtuelle qui peut être intéressante. On a aussi maintenant donc, tout ce qui est stimulation transcrâniale, donc électrique, magnétique, qui sur certaines pathologies. Alors au départ, c'est plutôt sur Parkinson et Alzheimer, et on s'est rendu compte que dans certains cas, avec certaines stimulations, certaines zones, on va aider la personne dans des cas de dépression ainsi de suite. Donc voilà un petit peu les avancées. Là, j'ai cité un petit peu les... Alors, tout à l'heure a été cité donc, le NeuroTracker, vous avez iMotion aussi, qui va permettre comme ça d'aider aussi les athlètes sur ces nouvelles technologies. Et puis surtout, il y en a d'autres qui vont arriver. Vous avez les sons binauraux, il y a plein
de choses comme ça qu'il faut à la fois expérimenter et aussi valider scientifiquement. Donc on a des solutions. Avant-dernier élément, donc c'est la courbe en fait de deuil de la carrière sportive, les étapes par lesquelles doit passer le sportif. Plus ou moins rapidement, puisque ça va dépendre de sa capacité d'adaptation, ça va dépendre aussi du sport qu'il pratique et de l'accompagnement qu'il va avoir, donc soit par rapport à l'entraîneur, soit par rapport au staff technique de manière générale, l'aspect familial et les retombées qu'il va avoir. Donc rapidement, vous avez toutes les étapes par lesquelles il doit passer, plus ou moins rapidement, et il est clair que je dois faire appel à un professionnel ou plusieurs professionnels pour passer au mieux ces différentes étapes. Dernier élément pour terminer sur une petite pointe d'humour. Alors, je ne sais pas comment je vais la mettre en route, la vidéo. Donc, vous connaissez tous Po, Kung Fu Panda. Hop. À l'ordi, ouais. Effectivement, ce sera plus simple. En espérant que ça marche. Ouais. Ton histoire a peut-être eu un début quelque peu tourmenté, mais cela ne fait pas de toi ce que tu es. Seul compte la suite de ton histoire. Qui tu choisis d'être. Alors, qui es-tu, Panda? Mon nom est Po. Voilà, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup pour cet exposé super intéressant. Alors je dirais on est en général pas vraiment dans une seule problématique de l'une ou de l'autre des conférences qu'on a vues, mais le plus souvent tout se mélange un peu. Et pour étayer cela, on va essayer, si j'arrive à mettre en route, de visionner une vidéo, alors plusieurs petites vidéos qui ont été tournées cette semaine par une gymnaste internationale, donc qui a arrêté sa carrière il y a maintenant 4 ou 5 ans. Donc elle a 28 ans, c'est Anne Cum, qui est restée quelques années au Pôle Espoir de Dijon qui ne pouvait malheureusement pas se déplacer aujourd'hui. Donc on lui a demandé de tourner une petite vidéo. Donc on va les laisser se présenter en plusieurs parties. Bonjour à tous, je suis Anne Cum, j'ai 28 ans et je suis une ancienne sportive de haut niveau en gymnastique artistique féminine. J'étais en équipe de France de 2009 à 2017 et ensuite de 2017 à 2019, je suis partie aux États-Unis pour poursuivre mes études et j'ai concouru dans le championnat universitaire américain, le NCAA, avec l'université d'Arizona State. J'ai mis fin à ma carrière de gymnaste en 2019, justement après avoir fini la saison avec Arizona State University. Et ensuite, j'ai poursuivi mes études en France. J'ai fait un master à l'EM Lyon en management hôtellerie internationale. Et ensuite, j'ai poursuivi avec 3 ans de poste en tant qu'assistante maître d'hôtel. Et par la suite, j'ai souhaité me reconvertir et revenir dans le monde du sport. Et j'ai passé le concours du professorat de sport l'année dernière que j'ai obtenu. Et aujourd'hui, je travaille au service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport à Poitiers.
Alors, on sait tous qu'une carrière de haut niveau n'est jamais facile. Je suis partie de la maison quand j'avais 11 ans pour aller au Pôle Espoir de Dijon où je suis restée 2 ans. Ensuite, j'ai passé 5 ans à l'INSEP, 1 an également au Pôle France de Saint-Étienne. Mais voilà, j'étais très peu à la maison. On avait entre 25 et 30 heures d'entraînement par semaine, plus les cours. Donc, j'ai passé mon bac quand j'étais à l'INSEP, que j'ai obtenu avec mention. Et ensuite, moi, j'ai poursuivi mes études pendant que je faisais encore de la gym à Paris-Dauphine, l'université Paris-Dauphine, en 2 jade talent, qui est une formation d'économie-gestion pour les athlètes de haut niveau, athlètes et artistes de haut niveau. Donc moi, c'était la première promotion. Et ensuite, après mes 3 ans à l'université Paris-Dauphine, c'est là que je suis partie aux États-Unis et je faisais toujours de la gym à ce moment-là. Donc comme je le disais avant, une carrière de sportif, c'est jamais facile. Je suis partie de la maison très tôt, je rentrais tous les week-ends. C'est beaucoup de sacrifices, c'est également des très bons moments. J'ai pu participer à de multiples compétitions internationales comme les championnats d'Europe, les championnats du monde. J'ai participé aux premiers Jeux européens à Bakou, également aux Jeux olympiques de Londres en 2012 en tant que titulaire et à Rio, j'étais remplaçante. J'ai pu y aller quand même. Et ensuite, comme dit, championnat universitaire américain pendant 2 ans. J'ai eu beaucoup de difficultés dans ma carrière, notamment concernant le poids. En gymnastique artistique, c'est très connu, c'est important d'être fine, légère. Enfin, la culture gymnique veut que les gymnastes soient fines, légères. Aujourd'hui, ça change un petit peu. Le métabolisme, le morphotype change un petit peu. On voit des gymnastes qui sont plus musclés, alors qu'avant, c'était plus des gymnastes longilignes à la russe et à la roumaine. Et donc, j'ai eu beaucoup de soucis au niveau alimentaire. J'ai commencé à avoir des troubles alimentaires en 2011, quand j'étais encore junior, à l'âge de 14 ans. Donc ça se manifestait surtout par de la restriction. Je n'étais pas encore suivie à ce moment-là, mais les troubles alimentaires m'ont suivie tout au long de ma carrière et j'ai commencé à être prise en charge quand je suis partie aux États-Unis par une diététicienne et également par une psychologue pour effectuer tout le travail. Tout le travail. À la fin de ma carrière, j'avais toujours des troubles alimentaires. Je suis tombée en dépression. Les troubles alimentaires se sont accentués avec la dépression, donc toujours restriction. J'ai été suivie à l'hôpital avec hospitalisation, hôpital de jour. Je suis toujours suivie actuellement et j'ai fait plusieurs hospitalisations, que ce soit pour troubles alimentaires ou pour dépression. La fin de ma carrière a été très compliquée, notamment sur le plan psychologique, parce que c'est très difficile de passer de 25-30 heures d'entraînement à la vie de tous les jours et devenir une personne entre guillemets normale. On ne sait plus trop qui on est, on n'a pas forcément, enfin moi personnellement je ne savais pas trop qui j'étais, j'avais pas forcément d'autres passions. Pour moi la gym c'était ma passion depuis que j'étais toute petite et je savais pas faire d'autres sports, je savais pas quoi faire d'autre. J'avais mes études à côté et ça m'aidait à tenir, mais voilà, la dépression a été assez compliquée à gérer. J'ai été sous médicaments également pour m'aider à sortir la tête de l'eau. Et ça a duré plusieurs années et là je suis seulement en train de m'en sortir. Donc voilà, la fin d'une carrière de sportif c'est jamais facile. La carrière d'un sportif c'est jamais facile. La fin de carrière c'est assez difficile et on n'y est pas forcément préparé. Enfin moi personnellement j'y étais pas préparée. C'était un choix pour moi d'arrêter la gym, donc je pensais que j'étais prête psychologiquement et que tout allait bien se passer, que j'allais faire ma transition dans la vie normale, on va dire, facilement, mais au final, ça n'a pas été le cas. Et après avoir discuté avec de nombreuses anciennes coéquipières, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était le cas pour énormément de monde et de sportifs et que personne n'en parle. Donc je pense que c'est important d'en parler. Et justement, moi, j'en parle ouvertement. J'ai écrit un livre aussi qui s'appelle « À la recherche de l'équilibre ».
où je parle des hauts et des bas du sport de haut niveau, enfin surtout de ma carrière de haut niveau. Et j'y évoque notamment les troubles alimentaires et la dépression. Et suite à la publication de ce livre, j'ai eu énormément de retours de sportifs, de personnes qui m'ont remercié d'avoir osé parler de tout ça et qui se sont reconnus dans mon livre et dans mes écrits. Donc ça m'a fait de la peine, mais d'un côté, ça m'a aussi rassurée dans le fait où j'étais pas seule, où on était tous un petit peu en galère. Et finalement, on passait, je pense, presque tous, alors pas forcément tout le monde, mais par là, que ce soit un arrêt de carrière par choix ou par blessure. Et je pense que quand on s'arrête sur blessure, ça doit être encore plus compliqué si on n'est pas suivi. Mais voilà, moi, j'ai été suivie par une psychologue pendant très longtemps. Enfin, ça a commencé quand j'étais à l'INSEP. Ensuite, j'ai été suivie par une psychologue quand je suis partie aux États-Unis. Et ensuite, pour ma dépression et pour mes troubles alimentaires, par psychiatre, psychologue, psychomotricienne, diététicienne, infirmier, voilà. Donc c'est un long chemin pour s'en sortir. C'est très compliqué. Je pense qu'on peut s'en sortir parce qu'il y a énormément de témoignages de sportifs qui montrent que après les moments difficiles, il y a des moments plus faciles. Mais voilà, c'est jamais simple de faire sa transition dans une vie normale, surtout qu'en général, après la carrière de gymnaste, on dit toujours que les gymnastes vont prendre du poids. Ce qui au final a été un petit peu mon cas parce que j'ai fait ma puberté au moment où j'ai arrêté la gym, donc forcément le corps se transforme, c'est difficile à accepter, on change d'environnement, on est en juste au corps. Enfin, j'ai fait ma puberté, on va dire, dans les derniers mois qui ont précédé mon arrêt de carrière. Donc c'est difficile d'être en juste au corps, le regard des autres. Et puis quand j'ai arrêté, c'est pareil, je me reconnaissais pas. Je mangeais pas forcément plus, mais c'est vraiment mon corps qui changeait suite au changement métabolique. Et voilà, donc c'était pas simple. Et puis en plus, j'avais déjà des troubles alimentaires, donc ça m'aidait encore moins. Donc voilà. De Anne Clume qui a vécu, voilà, on peut l'applaudir, je crois, parce que elle aurait aimé être là pour en parler, mais elle avait une grosse réunion demain matin, donc c'était pas possible en venant de Poitiers. Et je pense que c'est pas facile de parler de ces problèmes-là, et donc bravo à elle.